Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour le Grand Prix de Macao. C'était franchement trop chouette d'avoir pu suivre tout ce week-end de Macao ensemble, d'avoir pu suivre cette Coupe du Monde de Formule Régionale qu'on va débriefer. Qu'on va débriefer parce qu'il y a eu il y a eu des trucs sympas quand même, mais il y a eu pas mal de déchets, hein. Il y a eu pas mal de déchets, pas mal de crash, pas mal de drapeaux jaunes, de safety cars, de drapeaux rouges. C'était pas beau. C'était franchement pas beau. Alors il y a quand même eu il y a quand même eu des belles choses. Hein. Voilà, il y a eu des dépassements, il y a eu des belles performances, il y a eu des déceptions, etc. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses à débriefer, mais quand même, bah, tu ressors de cette édition du Grand Prix de Macao, de Macao, tu te dis bon, c'était pas exceptionnel quand même. Enfin, le niveau était pas bon. Et pourquoi ça? C'est ce on va essayer de répondre à ça. On va aussi essayer de parler de la F1 Academy, puisque c'est l'une des grosses nouvelles de la semaine. L'une des grosses nouvelles de la semaine, c'est le calendrier 2025 qui est très largement inspiré du calendrier 2024 de la F1 Academy. C'est une catastrophe, on va y revenir. C'est une catastrophe pour la F1 Academy qui se concentre plus sur le marketing que sur le sportif. Et puis on va reparler quand même de certaines petites annonces de pilotes qu'il y a eu ces derniers jours. Bon, bonsoir à tous ceux qui sont déjà là présents dans le chat. Bonsoir à Colin Boro. On a déjà un pilote présent dans le chat. Ça commence très bien ce live. Vous. Wow. Ça, c'est du live qui live, ça. Non. Ah, je vous ai spoilé un truc que vous avez potentiellement déjà vu sur Twitter. Donc, évidemment, voilà, le gros du live sera quand même sur le Grand Prix de Macao. Sur la F1 Academy. Ouais, alors pour la F1 Academy, franchement, tout le monde est déçu. En fait, voilà, ça va pas être un live bonne ambiance. En fait, on va parler de la F1 Academy, on va parler du Grand Prix de Macao. C'est vrai que bon, Grand Prix de Macao, non, il y a eu des choses positives. La F1 Academy, alors vous avez peut-être vu que Dorian Pain a été invité à l'une des plus grandes émissions américaines, au Jimmy Kimmel Show. C'est félicitations à elle, félicitations à elle. Enfin, il y a très peu de pilotes qui ont été invités à une émission pareille, enfin qui est même diffusée en France sur Canal. Enfin, c'est gigantesque. Et là, elle pop comme ça dans cette émission de manière complètement random dans la semaine du Grand Prix de Las Vegas. C'est évidemment pas une coïncidence. Il y avait que Hamilton et Ricciardo qui avaient été invités en tant que pilote à cette émission. Enfin, ouais, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue et ça montre que la F1 Academy, c'est vraiment pas une formule de promotion comme les autres et que ça dépasse tout, ça dépasse toutes les formules de promotion qu'on peut avoir. D'ailleurs, Jimmy Kimmel est originaire de Vegas, et bah du coup, je ne connaissais pas du tout, enfin, je connaissais le gars de nom, quoi, mais je savais pas, mais en tout cas, ouais, j'imagine qu'il a voulu faire un truc en lien avec le sport auto, et donc d'inviter une pilote femme, une pilote compétitive en plus. En même temps, Dorian, c'est une future octuple championne du monde de F1, c'est logique. Ouais, c'est sûrement pour ça qu'elle a fait 27ème de fracas cette année, mais oui, carrément. C'est as long as there is delusion, there is hope, hein, comme on dit. Bon. Écoutez, on va d'abord parler de ça, de ce calendrier complètement inutile en F1 Academy. C'est bon. Jeddah, enfin Shanghai, Jeddah, Miami, Montréal, Zandvoort, Singapour, Las Vegas. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Je sais pas trop quoi dire. Elle fait de bonnes performances en F1 Academy, ce qui signifie que c'est une craque. Alors, en vrai, on va remettre les choses à leur place. Dorian Pang, quand même, c'est sa toute première année en monoplace. Et elle se bat, entre autres, face à des pilotes qui en sont à leur quatrième, cinquième année, qui ont commencé pendant le Covid, quoi, qui ont commencé en 2020. Genre Pooling, c'était en 2020, Veug en 2021. Voilà, en vrai, c'est ok ce qu'elle fait pour une première année de monoplace. Mais bon, ça suit pas trop la trajectoire d'une future championne du monde de F1, encore moins octuple. Mais voilà. Je pense que le but était de parler de la F1 Academy, d'en faire la promo en disant que ça fait caisson de résonance pour les femmes, ce qui n'est pas totalement faux. Ah mais c'est une excellente vitrine marketing. La F1 Academy, c'est génial. C'est génial, ça offre une exposition médiatique sans précédent sur les week-ends de F1. C'est diffusé gratuitement sur YouTube, en plus des contrats avec les diffuseurs style Canal+, etc. C'est ouvert au plus grand monde, enfin au plus grand nombre, c'est très bien, comme ça les sponsors de F1 Academy ils sont très contents, et en plus,
bah voilà, c'est dans des circuits urbains, c'est dans des circuits voilà, où où tous les sponsors pourront faire des petits partenariats et des petites opérations. Enfin, je veux dire, voilà, la F1 Academy qui va aller à Las Vegas l'an prochain, ça, évidemment, enfin, ça claque. Waouh, c'est si on veut, si les sponsors, et c'est un peu ce que certains sponsors veulent faire croire, je pense, que la F1 Academy c'est de la F1 féminine. Bah alors tu te dis, ouais, dingue, ils vont à Las Vegas, ils vont à Singapour, Shanghai, Miami, enfin, évidemment, c'est très très cool pour les sponsors, mais côté sportif, on rappelle, de base, c'est un championnat de Formule 4. C'est un championnat de Formule 4, ça n'a aucun sens. Ça a juste aucun sens que ça soit que ça aille aux quatre coins du monde, puisque déjà, évidemment, ça va faire exploser complètement les coûts. Un Grand Prix européen sur 7. À la rigueur, si c'était que. Enfin, bah en fait, déjà ça, pour sortir d'un point de vue européano-centré, enfin, si c'était des circuits où tu pouvais apprendre, où tu pouvais gérer une course, apprendre à construire un dépassement, ok, pourquoi pas. Et surtout des circuits que tu reverras plus tard dans ta carrière. En dehors de la F1, ces circuits ne sont pas utilisés. En dehors de Zandvoort, en dehors de Jeddah, Jeddah ça commence à se populariser un petit peu. Alors il y a la F2, il y a le GT4 aussi. Voilà. Shanghai, ouais, peut-être les Asian Le Mans Series. Non mais enfin, mais franchement, en dehors de Zandvoort, on ne retrouve ces circuits nulle part ailleurs, quoi. À part rester accélérés, ils vont pas apprendre grand chose à Vegas, mais enfin la gigantesque ligne droite, ça va être si long. Ça va être si long. En plus, enfin ouais, ça va être si long. C'est sûr que si ça s'appelait F4 Women's Series, ça n'aurait aucun sens marketing. Bah oui, oui, évidemment, le fait d'appeler ça F1 Academy, t'es quelqu'un grand public, tu te dis, bah ouais, normal. Enfin, oui, c'est la F1 Academy. Bon, allez, c'est l'antichambre de la F1, c'est pour les préparer à aller en F1. Et malheureusement, enfin, c'est quelque chose qu'on voit quand même souvent sur les réseaux sociaux ou sur les commentaires ou sur les commentaires YouTube des courses de F1 Academy en direct. Après, je me fais l'avocat du diable, nous dit Batchi28, mais est-ce que la viabilité économique de la F1 Academy ne dépend pas de ce genre de venue? Oui, ça dépend de ce genre de venue, puisque les sponsors, ils sont contents, mais le truc, c'est que les pilotes vont pas être contentes. Merci Picti pour le follow, mais évidemment, pour le marketing, c'est trop chouette, c'est super. Le truc, c'est que pour moi, c'est pas durable sur le long terme, puisque les pilotes, le but, c'est de les faire progresser quand même en F4, en Freca, en GB3, en Eurocup 3, en F3 directement. Enfin, je veux dire, c'est. Alors ça, oui, ça risque d'exploser les coûts, évidemment. Ça va complètement faire exploser les coûts. Après, les coûts sont déjà explosés. Enfin, le calendrier est un peu similaire à ce qu'on a déjà cette année, avec tout plein de circuits aux quatre coins du monde. Mais voilà, moi, mon gros problème, c'est que tu n'apprends pas. Tu n'apprends pas sur le plan sportif, en fait. À chaque live de Freka, le chat s'affole comme quoi Dorian va monter en F1. Oui, ouais, oui. Après, les chats YouTube en direct, c'est quelque chose quand même. Hein. Que ce soit F1 Academy, Freka, F1, enfin, c'est tout et n'importe quoi. Hein. Et donc, ça va faire exploser les coûts. Et je suis d'accord avec Natoon28 qui dit pour moi, si une pilote fait un double programme, la F1 Academy est là juste pour le côté marketing, donc même un calendrier éclaté, ça passe. Mais pour les pilotes qui se contentent de faire que de la F1 Academy, c'est inutile comme calendrier. Bah, c'est ça. Là, c'est très intéressant si à côté, tu as le budget pour faire un programme. Mais déjà, tu dois avoir le budget pour faire la F1 Academy et le budget pour faire un autre championnat de F4. Rien que la F4 France, c'est 150 000 euros. Une F4 espagnole, italienne, 400, 500, 600 000 euros, voire même peut-être parfois plus selon le pilote, selon l'équipe. Ça peut monter très vite. Si tu ajoutes ça en plus la F1 Academy qui va aux quatre coins du monde, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Je... C'est pas tenable. Ou alors c'est vraiment que pour les pilotes super riches. Genre les pilotes super riches, style, elle va pas encore arriver parce qu'elle a pas encore l'âge, mais Luna Flucha, qui est une pilote espagnole, qui est de la même famille que Lorenzo Flucha notamment, qui est l'une des familles les plus riches d'Espagne, c'est sûr que pour elle, ça sera tout bénef. Ça sera génial. Elle sera soutenue par Mercedes quand Dorian Pain aura fini son programme en F1 Academy. Et voilà. Faudrait forcer les équipes à financer un double programme à la limite. Ouais, enfin.
je sais pas si la coercition c'est le meilleur, enfin, c'est le meilleur truc, hein. Après, le problème, c'est que la plupart des circuits européens avec la F1, il y a la F3, F2, Porsche Supercut, donc compliqué de caser aussi la F1 Academy. C'est pas impossible, hein. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Sur certains week-ends, je pense que ça s'est déjà fait, hein. Ça s'est déjà fait. Bah, il y avait même des week-ends avec enfin, par l'époque, feu la W Series, où il y avait F1, F2, F3, W Series, je pense. Donc c'est pas impossible, mais c'est juste que là, en fait, on veut aller dans ces circuits très prestigieux, enfin prestigieux, voilà, très bling bling, parce que voilà, ça va donner d'énormes opportunités pour les sponsors. C'est génial, c'est sûr. Mais voilà, tu vas rien apprendre. Tu vas rien apprendre du côté sportif. Et si t'as pas la chance d'être riche et d'avoir le budget à côté, bah pour faire un autre championnat de F4 ou de Africa comme le fait Dorian Pin, ça sert à rien. Mais à part Mercedes et à la limite Alpine, j'ai pas l'impression que les autres teams de F1 portent vraiment de l'importance à leurs pilotes de F1 Academy. Je sais pas, parce que McLaren, par exemple, il parle beaucoup de Bianca Bustamante. En soi, ils en parlent pas mal sur les réseaux sociaux, ils font des trucs marketing avec elle, beaucoup plus que par exemple Gabriel Bortoleto, qui jouait le titre en F2 et qui était leur meilleur jeune pilote. On n'en a jamais entendu parler. Ou de toute façon, l'automobile, ça a toujours été un sport d'élite économique. En soi, c'est une part d'injustice, mais quand seuls 20 pilotes sont choisis au bout d'un système de D2, D3, il y a toujours une part d'injustice. Oui. Après, Bustamante est vraiment populaire. Ouais, bah justement, j'ai fait un graphique. Je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire, Julien. Ah oui, c'est pas un système de promotion-relégation. Oui. C'est pas un système de promotion-relégation, c'est sûr. Oui, voilà, de toute façon, évidemment, le budget, l'argent est le nerf de la guerre. En formule de promotion, encore plus qu'ailleurs, c'est sûr. Bustamante a passé plus de temps dans le mur que sur la piste durant le week-end d'Euro 4 et F4 italienne. Oui, en ce moment, Bustamante, c'est compliqué. Et surtout, d'ailleurs, ça va être intéressant parce qu'il va y avoir quand même un gros renouvellement de plateau en F1 Academy, car on peut faire que 2 saisons maximum. Je sais pas si le renouvellement pourra se faire intégralement quand même, hein. C'est franchement pas évident. C'est ouais, c'est pas évident. Pooling va partir, Veug va non, Veug pourrait rester théoriquement, mais les Alkubaisi, les Nerea Marti, De Heus, Lovinfos, tout ça, ça va partir. Est-ce qu'il y a le vivier encore pour arriver, pour toutes les remplacer? Ça va peut-être être un peu juste, quoi. Même s'il y a des noms intéressants qui vont arriver l'an prochain, je pense à Ella Lloyd, Alicia Palmowski, ou voilà, il y aura des noms intéressants. Le truc, c'est que voilà, c'est pas sur ces circuits où elles vont apprendre grand chose. Idéalement, il faudrait qu'elles aient un autre truc à côté. Mais pour Alicia Palmowski et Ella Lloyd, qui ont fait d'excellentes performances en F4 britannique et en GB4, elles n'auront pas le budget. À moins qu'il y ait un constructeur ou un sponsor qui fasse tout flamber, elles auront pas elles vont faire que de la F1 Academy, alors que c'est les 2 pilotes les plus talentueuses actuellement en F4 hors F1 Academy, quoi. Donc voilà, on a on a ce calendrier 2025 qui est un peu beaucoup déprimant, parce que voilà, le seul circuit européen qui est pas mal utilisé dans divers championnats, GT, Endurance, F1, F2, etc., c'est Zandvoort, et c'est un circuit où on peut pas où on peut très peu dépasser, où c'est vraiment limité quand même. Donc voilà, ça va complètement dans la lignée du tout pour le marketing. Et voilà, j'ai fait ce graphique puisque ça m'intéressait. Voilà, j'ai donc Dorian Pin qui était invité au Jimmy Kimmel Show, Night Show. Donc c'est énorme, enfin c'est une émission énorme, américaine mais même internationale. D'ailleurs, je me questionnais, Palmowski a eu sa prime pour la participation à F1 Academy en 2025. Est-ce qu'elle a un véritable intérêt pour y aller? Oui, oui, elle a bien reçu sa bourse, hein. Elle a bien reçu sa bourse pour de 30 000 ou 50 000 livres sterling pour aller en F1 Academy. Je ne sais pas encore avec qui, mais d'ailleurs, Alicia Palmowski, qui va faire la fin de saison de F1 Academy, en tant que wildcard, en tant que pilote préma, dans la 4e préma, comme Nina Gedman, comme Ella Lloyd, comme d'autres pilotes l'ont fait, ça sera elle la pilote wildcard, et c'est très intéressant vu la saison qu'elle a fait en Angleterre. Zandvoort est même plus au calendrier de la F2 F3, ouais, c'est vrai. C'est vrai après, mais on se dit ça pourrait revenir, ou je sais pas. Dorian pourrait faire une 2e saison de F1 Academy.
Alors, c'est la petite info. C'est la petite info, c'est ce qui se murmure. Alors, je sais pas si elle en a parlé à l'émission américaine là. Je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai entendu. On pourrait repartir pour une deuxième année de Freka et F1 Academy. Mais en vrai, mais en fait, ça va. Alors, je vois les noms, je vois les noms. Euh, et c'est vrai que moi, depuis le début, je pensais qu'elle ferait que de la Freka, que voilà, elle se focaliserait sur la Freka. Euh, mais ça va avec ce que je dis depuis le début. Il faut une vitrine marketing. Il faut quelque chose de supplémentaire. La Freka, je me clash moi-même, vu que enfin, je suis l'un de ceux qui suit le plus l'Africa, mais au grand public, personne ne suit l'Africa. À la rigueur, t'as quelques tarés pour aller regarder la F2, la F3, ok, puisque bah voilà, c'est dans les week-ends de F1. L'Africa, c'est vrai que ça reste quand même extrêmement confidentiel. Et la communication, le marketing de l'Africa est catastrophique, comparé même d'ailleurs à de la GB3 qui est beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux. L'Africa, c'est une catastrophe sur les réseaux sociaux. Euh, donc en vrai, je peux comprendre. Je, je, je peux comprendre l'idée de refaire de la F1 Academy, mais donc ça voudrait dire faire de la F1 Academy, donc de la F4 et de l'Africa, et donc faire comme elle a fait, tout le temps changer de voiture toutes les 3 semaines. Euh, je sais pas. Côté marketing, c'est super, mais il faut qu'elle prenne au sérieux l'Africa plus que cette année. Pour moi, voilà, cette année a été super décevante, super décevante en Freca. Il n'y a pas eu la progression qu'on attendait, alors même vraiment les derniers week-ends c'était vraiment compliqué. Alors voilà, peut-être qu'elle n'avait pas forcément, peut-être que c'est un peu comme Enzo Deligny, je sais pas, qu'elle avait un moteur qui était plus en difficulté sur la fin d'année, je ne sais pas. Ça va refaire un 0 pointé en Freca. Qui tente de voler la voiture du voisin. Je sais pas si ça va refaire un 0 pointé en Freca, parce que normalement elle devrait repartir avec Prema dans la quatrième voiture de Prema. Mais en dehors de la livrée, ça va pas changer grand chose, puisque la Iron Dams cette année c'était déjà une Prema. Donc je sais pas trop, je sais vraiment pas trop quoi en penser, puisque voilà, cette saison m'a beaucoup refroidi. Autant la saison hivernale qu'elle avait faite en F4 Emiratis, ça avait été très intéressant. Il y avait une victoire, il y avait une pole, il y avait vraiment des choses sympas. Mais voilà, ça n'a pas progressé. En F1 Academy, ça a un peu calé, quoi. Pour la F1 Academy, j'aimerais bien voir Alba Rup Larsen et Aiva Anagnostiadis. Je pense que, donc, la première, on pourrait l'avoir peut-être avec le soutien de Ferrari pour remplacer Veug. La deuxième, on pourrait l'avoir avec le soutien d'Alpine pour remplacer Pouling. Ça paraîtrait assez logique vu que les deux sont plus ou moins surveillés, plus ou moins dans le giron Ferrari et Alpine. Euh, Rouler avec les couleurs Prema, c'est quand même plus dangereux vu qu'elle sera plus comparée avec eux. Ouais, bah, au bout d'un moment, de toute façon, il n'y a plus d'excuses à se trouver, hein. Enfin, si son objectif, et d'ailleurs c'est l'objectif avoué de Mercedes, du clan de Dorian Pain, au bout d'un moment, il va falloir y aller, il va falloir aller au charbon, il va falloir aller affronter les meilleurs. Donc, je comprends que cette première année, ça ait pu être considéré comme une année de préparation, de voilà, on fait de la fréca un peu, on apprend. Pour une première saison en monoplace, c'est pas commun quand même de commencer directement en fréca, même si elle avait fait pas mal d'essais déjà en fin 2022, elle avait déjà commencé à faire des essais en fréca, et même en GP3, c'est pas commun de faire première saison de monoplace en fréca. Maintenant, voilà, faut pas avoir peur. Au bout d'un moment, faut se lancer. Tant pis, je pense qu'elle aura aucun mal à retrouver un plan B en endurance avec Iron Dams. En plus, j'en ai pas parlé, mais Iron Dams qui va s'allier avec Mercedes en GT, je veux dire, voilà, c'est pour elle. Enfin, vraiment, le plan B semble tout tracé, hein. Le plan B semble tout tracé pour elle. Dorian versus Slater, les haters sont pas prêts. Ah, malheureusement, alors je t'avoue, il y a eu des essais privés, hein, il y a eu des essais privés en Freca. Pour l'instant, Dorian Pain, c'est la grosse déprime, hein. C'est la grosse déprime, elle est 20ème sur... Il y a même la dernière journée d'essai qu'elle a fait en Freca, elle était 20ème sur 21, sur 21, et le seul pilote qu'elle avait devancé, c'était Keith Donegan, qui a 26-27 ans, qui est tout simplement le patron de l'équipe RPM, et qui est un ancien pilote lui aussi, hein, qui est un ancien
un ancien pilote, mais pour le kiff, il s'est dit, ah, ça fait 1 an, 2 ans que j'ai pas roulé en monoplace. Franchement, pourquoi pas se faire kiffer? Donc voilà, voilà, enfin elle était même derrière Yaroslav Veselao qui était chez Saint-Eloc ou ce genre de truc. Bon, ça reste des essais, hein, ça reste des essais. On peut pas faire des grandes généralités là-dessus, mais voilà, à côté il y avait ses coéquipiers qui étaient devant, Slater qui jouait les meilleurs temps. Ouais, c'est compliqué quoi. Concernant l'endurance, Iron Link s'associe avec Merco en GT3, mais Iron Dams devrait récupérer une des Porsche Manthey. Bah après, Iron Lynx, Iron Dams, c'est la même chose. J'ose espérer que Dorian Pain va pas que rester avec les Iron Dams et que, puisqu'elle est soutenue à la fois par Mercedes, à la fois par Iron Lynx, c'est pour ça que je pensais au GT3 en wake. Mais bon. Elle a qu'à demander son fournisseur moteur à Durksen. Ah mais. Faut gagner en dehors de que grâce à un simple avantage moteur. Hein. Bon voilà, donc Dorian Pain pourrait refaire de l'Africa et de la F1 Academy. Bon, F1 Academy évidemment, ça serait enfin il faut le titre. Déjà, malheureusement cette année, je pensais vraiment qu'elle pourrait avoir le titre cette année, visiblement à moins d'une dinguerie absolue au Qatar et à Abu Dhabi, ça va pas arriver. Il va falloir faire quelque chose. C'est la saison ou jamais. Pour moi, ça passe ou ça casse. Et si ça casse, ça repart en endurance. Et voilà. Après, elle aura tenté. Elle aura tenté. En tout cas, voilà, elle est dans les bonnes dispositions pour performer. Elle est chez Prema. Elle est soutenue par Mercedes. Voilà. Maintenant, c'est à elle de performer. Et après, voilà, petit côté personnel, évidemment, moi, ça me frustre toujours un peu qu'il y ait des pilotes qui ont tant d'opportunités, qui ont toutes les conditions réunies pour eux pour aller jusqu'en F1, puisque en vrai c'est ça, si Dorian Pain elle performe, elle va en F1, il n'y a aucun souci. Et quand tu vois qu'il y a des pilotes qui galèrent pour passer en Freca, enfin voilà, Yannis Steven Edens qui galère pour passer en Freca, Adrien David qui a galéré, qui a jamais réussi à passer en Formule 3, Alessandro Giusti qui a toujours pas signé en F3, bon voilà, normalement ça devrait le faire, mais voilà, et puis voilà, il y a des pilotes qui sont 25e, 27e de Freca et qui ont encore tout. Bon, après voilà, c'est normal, hein, je sais, c'est comme ça. Enfin, le sport auto fonctionne comme ça. Je suis pas né de la dernière pluie, mais voilà, c'est juste un peu frustrant. On aimerait bien que voilà, il y ait d'autres pilotes qui aient ces opportunités-là ou que tout le monde ait ces opportunités-là, mais c'est pas aussi simple. Naël en F3 aussi ça va se faire, normalement oui, chez Warner Sport ça va se faire. Il devrait pas y avoir trop de surprises, hein. Hormis chez X Racing où je pense que c'est un peu tout, enfin tout est un peu ouvert pour en revenir à la F3. De ce que j'ai compris, les autres équipes, Dams, Van Amersfoort, MP, je sais pas s'il y a d'autres équipes qui doivent annoncer des pilotes, ça sera raccord avec ce qui s'est passé lors des essais. En tout cas c'est les dernières infos que j'ai eues qui datent du début de semaine. Est-ce qu'il y a un vrai rapprochement Iron Lynx, Prema et Mercedes ou c'est juste des circonstances Pain, Antonelli et GT? Bah. Enfin, c'est les circonstances qui font qu'il y a un rapprochement. Enfin, Enfin, je suis pas sûr de comment interpréter la question, mais enfin, Mercedes et Iron Lynx, maintenant, ils sont soudés. Ils sont soudés. Ça a partiellement commencé avec Dorian Pain et Antonelli, et maintenant, aujourd'hui, ça a été officialisé au grand jour avec ce programme en WEC, ensemble. X-Racing, ils mettent tous les noms dans un bocal et ils feront un tirage la veille des 7 pré-saison. Et pourquoi pas? Si c'est pour se retrouver avec des pilotes peut-être bons, hein, ça peut valoir le coup. Bon, et voilà, il y avait ces graphiques que j'ai partagés sur Twitter. D'ailleurs, sur Twitter, tiens, j'ai dit sur Twitter, mais je les ai pas partagés que sur Twitter. Alors, j'ai pas... voilà, là, c'est pas encore totalement à jour, mais je suis sur Twitter, comme vous le savez, où je suis quand même fait la grande partie de mon audience. Mais je suis aussi, depuis quelques jours, présent sur Threads. Alors ça, je sais pas trop si ça va durer, puisque je suis pas super fan. Et par contre, j'aime bien ce qui se passe chez Blue Sky, le concurrent de Twitter. Je suis aussi présent sur le ciel bleu. En plus, ça marche plutôt bien, ça grandit bien. Je suis déjà, enfin, en partant de zéro, en quelques jours, c'est passé déjà à 130 et quelques followers. C'est très, j'aime bien. C'est un peu, enfin, c'est actif. C'est sympa. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent.
si ça peut permettre de faire une plateforme plus saine que Twitter qui est complètement parti en vrille, je suis chaud. Après voilà, moi je me vois pas quitter Twitter puisque bah tout simplement j'ai 4500 bref 4400 abonnés sur Twitter, enfin voilà, je peux pas quitter Twitter. Donc pour l'instant voilà, je publie mes tweets à la fois sur Twitter et sur Blue Sky et sur Threads, mais je sais pas si ça va durer très longtemps ça. Iron Lynx s'est apparemment brouillé avec Lamborghini pendant la saison de WEC et en GT3, il n'y a pas 12 000 alternatives. Je savais pas. Enfin, après, après moi, voilà, l'endurance, c'est pas mon domaine de prédilection. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Hein. Pour ça, faut suivre les spécialistes Endurance Info et compagnie, quoi. Donc voilà, il y avait ce graphique que j'ai fait sur un Excel, puisque je suis toujours sponsor Microsoft, je fais des PowerPoint, je fais des Excel, que j'ai partagé sur Twitter et donc sur Blue Sky. Voilà, de tout, enfin c'est pas exhaustif, mais voilà, de beaucoup de pilotes français sur Instagram pour voir un peu leur popularité pour le grand public, on va dire. Alors évidemment, j'ai pas mis les pilotes de F1 puisque Pierre Gasly a 5 millions d'abonnés, Esteban Ocon a 2 millions et demi, Romain Grosjean a près de 2 millions d'abonnés aussi. Donc, pour les pilotes, on va dire humains, enfin à taille humaine, même si voilà, Pourchaire est quand même devant encore, avec 185 000 abonnés, mais ensuite on a directement Dorian Pain, qui était pourtant à même pas 50 000 abonnés avant la saison de F1 Academy, avant qu'elle soit annoncée chez Mercedes, elle était pas du tout là. Alors certes, elle a déjà une petite carrière en endurance derrière elle, mais c'est pas grâce à l'endurance qu'elle a construit sa carrière. Hein. Qu'elle a construit son audience sur Instagram. Tout ça, ça vient de Mercedes, de la F1 Academy, de l'exposition médiatique, de l'émission là, du Jimmy Kimmel Night Show, machin. Voilà, et Dorian Pain, elle foudroie tellement de pilotes, genre même Jean-Éric Vergne qui est quand même un double champion de Formule E, qui est quand même passé par la F1. Voilà, enfin bon, je trouve ça dingue. J'ai pris Instagram parce que c'est le réseau le plus universel, je vais dire, et le plus transgénérationnel. Mais purée, c'est complètement dingue, complètement dingue. Delini, il met une piquette aux autres pilotes de Frega. Ouais, Delini, c'est un pilote qui a été très présent sur les réseaux sociaux dès le début, dès le karting. D'ailleurs, je sais. Ouais, il y a eu un petit bug. Normalement, je devais le mettre en doré aussi, comme les autres pilotes de Freka. Il y a eu un petit bug. Mais oui, Delini, voilà, très présent sur les réseaux sociaux. On voit d'ailleurs Adrien David aussi qui avait passé énormément de temps sur les réseaux sociaux. Je pars 5 minutes, je reviens et j'entends Dorian Pain éteint de nombreux pilotes. Ouais, carrément. Elle éteint Jean-Éric Vergne et Kevin Estre en talent pur, je pense que c'est incontestable. Voilà, Kevin Estre, qui est le champion du monde d'endurance en titre. Hein, voilà, bon, bref. La F1 Academy offre une exposition aberrante, complètement aberrante, beaucoup plus que la F3. Il suffit de voir Sami Mektounif, qui est quand même double vainqueur de F3, qui n'a même pas 10 000 abonnés. Ou alors, voilà, les pilotes de F2, Adjar Martins. Enfin, c'est dingue. Ils se font prendre une pilule par Dorian Pain sur les réseaux sociaux. Évidemment, vous allez me dire, ça veut pas dire grand-chose au point de vue sportif, certes, mais ça prouve que la F1 Academy, c'est quelque chose dont les pilotes féminines ne peuvent pas se passer. C'est une étape obligée pour te faire connaître. T'es obligé de passer par là, en fait. Antonelli, il est en F2, t'as vu ses abonnés? Ouais, c'est pas pareil. Alors, en vrai, non, j'ai pas vu. J'ai pas vu, mais par contre, attendez. Voilà, il y a ce graphique aussi. Il y a ce graphique très rigolo. Attends, Antonelli. Mais Antonelli, c'est pas pareil, puisque c'est le pilote qui a la hype, il va chez Mercedes, etc. C'est pas exactement légal. Ouais, il a déjà 1 million de followers. Non, mais rendez-vous compte, Antonelli, il a moins de followers que Lia Bloch et Bianca Bustamante. Waouh! C'est exceptionnel. La F1 Academy, c'est bien si tu veux devenir influenceur, moins si tu veux devenir pilote pro. Bah, je suis d'accord. Ou alors, après, pour être pilote pro, aujourd'hui, il faut être bon partout. Il faut être bon partout et il faut être bon aussi, avoir une communication au top sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment important. Et c'est de plus en plus essentiel, de plus en plus un jeune âge. Ce qui fait que quand il y a des pilotes qui font des petites bourdes sur les réseaux sociaux à l'âge de 15-16 ans,
c'est quelque chose qui vont devoir se traîner souvent pendant pas mal d'années. Je veux dire, voilà, c'est tout con, mais rien que l'exemple d'un Nicolas Tsoloff avec son TikTok ultra cringe qu'il a fait il y a des années, voilà, on lui ressort encore. Donc voilà, il y a Bianca Bustamante qui est largement en tête et qui explose tous les pilotes de F2, de F3. Alors j'ai mis que les pilotes dans le top 5 de F2 et de F3, mais c'est complètement lunaire. C'est complètement lunaire comme statistique. Hein. Après, bloc à l'apport de Ken Block. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bustamante a 10 500 followers de plus que Bortoletto. 1 million. 1 million. 1 million, 1 million. Mais donc voilà, donc vous voyez, d'ailleurs Dorian Pink a plus d'abonnés qu'Abby Pooling. Bon voilà, évidemment, Instagram, c'est pas. Ça n'a aucune valeur sur le point de vue sportif, mais quand même, voilà, ça offre des opportunités, marketing, etc. Machin, enfin voilà. La femme pilote avec le plus d'abonnés, ça va être Jamie Chadwick. Bah tu vois, je suis même pas sûr. Jamie Chadwick. Pas du tout. Alors que pourtant, je pensais qu'elle était super connue. 293 000 abonnés, Chadwick. Donc ça la met, elle est battue par Aurelia Nobles, par exemple. Ou Tina Haussmann. Ah, Danica Patrick. Ouais, après, Danica Patrick, elle est dans le game depuis très longtemps. Et puis, il y a tous les fans de Trump qui sont derrière elle. 960 000. Pouah. En vrai, je comprends pas. Qui sont les followers de Bustamante? Je comprends pas comment elle peut en avoir autant, honnêtement. Ah, Lindsay Brewer. Ah ouais, qui est une pilote d'Indy Next. Ouais. Alors je pense elle doit péter le score. Ouais, 2,8 millions de followers pour Lindsay Brewer, qui est une pilote de 25 ans, ou 26 ans. 26 ans. Ouais, ouais, je pense qu'ils ont la dalle. Ouais, ouais, clairement, ils ont. Ouais, je pense qu'ils ont la dalle, vu l'Instagram de Lindsay Brewer, mais parce que je pense pas qu'ils la suivent pour les performances sportives, en tout cas. Bref, on s'égare un petit peu. Bustamante, c'est ses potes SD. Je pense sûrement. Bon, voilà, donc la F1 Academy, en vrai, voilà, quand on est une fille, quand on est une pilote féminine, on est obligé. On est obligé de passer par la F1 Academy. C'est quand, enfin, n'importe quel. Là, j'ai mis tous les pilotes de F1 Academy et tous les pilotes de F1 Academy foudroient Leonardo Fornaroli qui est absolument invisible sur les réseaux sociaux. Le champion de F3, il est là. Il est là. Enfin, je sais pas, je trouve ça assez dingue, quoi. Je trouve ça assez dingue. Attendez, attendez, j'ai peut-être un petit... Oh, attendez, j'ai peut-être un souci technique, là. Comment ça? Alors, attendez. Je dois libérer de l'espace de stock. Oula, ah oui, attends. Attendez. Petit problème technique que vous ne voyez absolument pas, mais qui pourrait faire couper le live à tout moment. Libérer... Non, mais attends. Oula. Bon, vous en avez pensé quoi de la F1 Academy? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Moi, je pense que c'est bien si t'as de la thune et que tu peux faire un championnat à côté, quoi. Ah, je suis fort embêté. Bon, allez. Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. Je suis à vous. Voilà, je suis à vous. Moi, je pense que c'est bien, sauf ce qui est mal. Exactement, exactement. Bref, allez, c'est bon. Tout est réglé. On peut revenir là-dessus sur ce splendide graphique qui montre que Bianca Bustamante est la meilleure pilote F2, F3, F1 Academy confondus. Allez, juste avant de passer au Grand Prix de Macao, on va parler de l'Eurocup 3 et ça c'est du calendrier. Alors c'est l'Eurocup 3, c'est le championnat où on retrouvera Jules Caranta l'an prochain avec notamment l'apparition d'un vrai championnat hivernal, l'Eurocup 3 Winter Series. Ça peut être franchement très intéressant puisque ça offre une vraie concurrence à la Formule régionale Moyen-Orient qui avait un peu le monopole des formules de promotion hivernale et qui était surtout vachement cher puisque c'est au Moyen-Orient, donc c'est pas très pratique pour toutes les équipes. Et là, t'as un championnat qui se passe en Europe, c'est beaucoup plus simple et ça va être sympa quand même à regarder. Relez, Portimao et Motorland Aragon, ça va être un championnat assez sympa avec notamment un Français à suivre, Jules Caranta.
Et ensuite, voilà, on a eu le calendrier entier de la saison qui a été révélé avec Red Bull Ring, Portimao, Paul Ricard, Monza, Assen, Spa-Francorchamps, Jerez, Barcelona. J'ai rien à dire sur ce circuit en dehors de Assen. J'ai pas vu une seule course de ma vie là-bas. Enfin, je sais qu'il y a le Grand Prix moto qui est à Assen, certes. Ça rapporte des points pour la super licence championne hivernale d'Eurocup 3. Non. Donc Assen, je sais pas ce que ça fout là. C'est un circuit, à moins qu'il y ait des pilotes qui veulent se reconvertir dans la moto après, je sais pas ce que ça fout là, mais c'est folklorique, ça change un peu. Pourquoi pas, hein, faut varier les plaisirs, mais je comprends pas trop ce que ça fait là. Enfin, Zandvoort, ça aurait été un peu plus approprié. Euh, voilà, s'il y a des gens qui connaissent ce circuit d'Assen, est-ce que c'est un bon choix? J'en sais rien, mais je trouve ça rigolo d'avoir. Enfin, ça m'entretient de l'espoir sur le fait qu'on pourrait un jour revoir Manicourt avec des vrais monoplaces, puisque Manicourt aujourd'hui en monoplace c'est la F4 France et c'est tout, hormis des essais de F1, F2, F3, ça accueille beaucoup d'essais, hein, beaucoup d'essais de F1, F2, F3, mais voilà, ça accueille pas vraiment des championnats et c'est bien dommage. C'est toujours mieux que Zandvoort comme tracé. Ok. Assen, c'est la première fois que je vais voir, j'en commence là-bas autre que moto. Ouais, normalement c'est le circuit moto quoi. Assen, il y a une course de champ de car. Ouais, bah, le champ de car ça nous rajeunit pas, hein. Ça veut dire 2007. 2007, c'est l'époque Bourdet, il était même pas encore arrivé en F1, donc ça nous rajeunit pas. Donc en tout cas, bon voilà, l'Eurocup 3 offre un calendrier très intéressant et voilà, MP et Campos auront des line-up très sympathiques a priori. Et ça montre que la FRECA est de plus en plus concurrencée par l'Eurocup 3 et par la GB3. Et ça va donner des choses très intéressantes, notamment à partir de 2026, je pense, où là, je pense que ça va. À ce niveau-là, tout va un peu être redistribué avec le probable départ d'Alpine de la FRECA. On finit. Ah oui, voilà. Avant de parler de Macao, décidément, quelques annonces de pilotes. On peut demander les gars de la Boss Grand Prix. Ouais, je sais pas si c'est une super référence du coup. Faut s'attendre à 0 dépassement. Ah, dommage. Vivement Zolder en Eurocup 3. Eh, pourquoi pas Zolder, hein. Je sais pas où c'est Zolder. C'est en. Enfin, c'est proche de la France ou pas? Parce que moi au début je me suis hypé en disant ouah, Assen ça peut être cool, c'est peut-être plus proche que Zandvoort. Non. Non, vraiment, Assen c'est vraiment tout proche du Danemark. C'est ultra loin. C'est en Flandre. Ouais, mais en Flandre, il y a. En Flandre, il y a une partie qui est toute proche de Lille, hein, en vrai. Ça peut se faire. Non, l'opposé. Shit. Ils sont ultra chiants. Bon, dommage. Donc voilà, il y a quand même eu quelques annonces de pilotes, pas en F3, mais en Formule 2. On a Christian Mansell qui a été annoncé chez Rodin Motorsport en Formule 2 l'an prochain. Il retrouvera son ancienne équipe de F4 britannique. Bon voilà, pas grand chose à dire, c'est bien, c'est mérité. Mansell, ça progresse, c'est une progression linéaire, sérieuse sur les 2 saisons de F3. Voilà, j'attendais rien de lui en 2023. Il avait été très intéressant et il était attendu comme le leader de ART cette année en F3 et il a vraiment assuré 5ème, vraiment très solide. Donc, et en plus des débuts assez intéressants chez Trident, donc très content pour lui. En plus, c'est une personne très appréciable, donc très content pour lui. On a aussi eu le pas dingue pour Rodin. C'est pas dingue, mais honnêtement, vu le reste de la grille, on va pas s'attendre à des dingueries. Donc je suis content pour lui, mais on est tous d'accord là-dessus, il ira jamais en F1. Salut à Homero qui vient de rejoindre, du coup j'avais pas, j'avais pas capté. Rachid Aldaeri qui complète le. C'est pas difficile d'être le leader en RT si tes coéquipiers sont Tsoloff et Van Eupen. Bah non. Van Eupen il connaissait ART, enfin c'était son équipe depuis longtemps, et Tsoloff, c'était quand même le crack, le prodige déchu quoi. Enfin bon, ça pouvait être. Tsoloff était censé être le leader et au final il s'est fait largement dominer par Mansell sur la saison. Tu as déjà parlé de Macao ou pas? Non, pas encore. On commence juste après cette diapo. On a parlé beaucoup de la F1 Academy, des follow, Instagram, marketing, Dorian Plain, Jimmy Kimmel et tout ça. Rachid Aldaeri qui complète le trio de Prema en FRECA, qui offre un line-up assez faible, franchement. Alors Rachid Aldaeri qui a été quand même bon sur ses premiers tests de formule régionale, mais qui sort de 2 saisons de F4 italienne très médiocres en étant chez Prema.
et Aldairi quand même qui a fait un très bon Grand Prix de Macao jusqu'à ses défenses de terroristes face à Naël et Alex Dunn, mais le rythme était très intéressant en tout cas. Donc voilà, on aura un trio Slater, Beaton, Aldairi. C'est franchement faible si t'enlèves Slater. Et en plus, normalement, on devrait rajouter à ça Dorian Pain sur une 4ème préma. Normalement, si ça se confirme, avec Dorian Pain qui pourrait faire Freka et F1 Academy, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans le live. Ça reste à confirmer, mais c'est ce que j'ai entendu. Et voilà, les vrais regards Robinson depuis la F4 danoise. On a les fans de Léo Robinson, l'un des très très rares pilotes algériens en monoplace, qui va redoubler en British F4, en F4 britannique, et qui va rejoindre cette fois Hightech. Hightech, ça peut offrir des opportunités complètement dingues, ça peut le faire aller en GB3, ça peut peut-être le faire aller en F3 plus tard, etc. Ça peut être vraiment très intéressant. Robinson en Ginetta, il était pas dingue, mais ça allait. Et surtout, bah, ça a bien progressé, hein, vraiment, sur l'année de 2024. Ça a bien progressé petit à petit. Et ça a fait 3 victoires, 6ème au final. C'est bien, c'est bien. Faut continuer comme ça, mais c'est sûr que, voilà, maintenant, t'es redoublant, t'es chez Hightech. Il va falloir faire jouer le titre. Il va falloir jouer le titre, faire top 3 au minimum ou quelque chose comme ça, quoi. C'est sûr, il va y avoir de la pression pour lui. Mais voilà, ça peut être intéressant. En tout cas, l'Algérie a un bon espoir avec lui. On va passer enfin, voilà, au Grand Prix de Macao. Au Grand Prix de Macao. JHR, c'est une grosse équipe aussi. Ouais, mais enfin, c'est une grosse équipe en Angleterre, mais est-ce que c'est une équipe qui a les moyens forcément de Hightech? Je sais pas. Ou de Rodin. Tu connais pas le grand moment. Je vois dans le chat, ça a dérivé sur la F4 danoise. Tu connais pas le grand moment où Emerson Fittipaldi elle est en train de poursuivre Hideki Noda dans le paddock? Ça, c'est les grandes heures de la F4 danoise. Hein. Les papas de Juju Noda et de Emo Fittipaldi qui se fight. Ça, c'est voilà, les grandes formules de promotion, ça. Alors, vous savez, j'avais fait une preview où, globalement, on avait dit des pilotes 5 étoiles, des pilotes 4 étoiles, 3 étoiles, etc. Et ben, on n'a aucun pilote 4 ou 5 étoiles dans le top 5. Donc, c'est bien la preuve que Macao, c'est ultra difficile à prédire. Macao, c'était tellement mauvais, j'ai rien retenu de positif perso. Alors, il y a du positif, mais on va y revenir. Là, on va revenir un peu sur le classement final du Grand Prix Ugo Chukwu, que j'avais mis à 3 étoiles, qui s'est imposé après avoir gagné la course qualificative et avoir signé la pole position devant Oliver Goeth, le pilote F2 de MP Motorsport, Noël Léon, le futur pilote Prema de F3, Enzo Deligny qui est le premier rookie car il découvrait les rues de Macao, 4ème, c'est pas mal. Merci beaucoup à Kimi63 pour son 2e mois de sub, merci beaucoup à toi. Donc Enzo Deligny, meilleur rookie, ça c'est une très bonne satisfaction. Cooper Webster qui a fait un week-end vraiment exceptionnel sur sa petite Evans Grand Prix en dehors de la course qualificative. 6ème, Alex Dunn qui était mon favori perso, mais qui a été éliminé dès les qualifications et qui a dû être forcé à une énorme remontée. 7ème, Mariboya qui partait dernier, Beganovic, Abkazava, Taponen qui a enchaîné les crashs jusqu'au Grand Prix, Rinicella, Kobayashi, et voilà, on a les 12 pilotes. On a les 12 pilotes qui ont terminé la course, qui ont été classés, qui ont franchi le drapeau à damier. Puisque oui, on a eu les disqualifications de Matteo De Palo et Rachid Aldairi qui étaient originellement 5ème et 6ème, donc c'est vraiment dommageable pour eux qui avaient fait un très très bon Grand Prix de Macao. Et on a aussi la disqualification de Théophile Naël qui de toute façon était rentré au stand et avait fini 14ème. Et il a été disqualifié comme pour Hülkenberg au Grand Prix du Brésil, comme pour Mariboya à la course qualificative, parce qu'il a reçu une assistance pour le pousser dans la voie des stands. Ça change pas grand chose de toute façon. Et voilà, on a eu Freddy Slater qui s'est craché dans le dernier tour, Mattia Kolnagi dans l'avant-dernier tour. Et donc, les abandons de Jin Nakamura, Sota Ogawa, Rui Kiryu, James Wharton, Evan Gilter, Rintaro Sato, Thiago Rodriguez, Jet Bowling, Kanatoli et Kaidar Yanani. Voilà, beaucoup de casse. J'aime bien Wharton qui nous montre pourquoi il est aussi médiocre après une affaire à nous berner. Ouais, bah clairement James Wharton, 2 crashs, et à cause de ça, 2 fois Evan Gilter
ne peut pas l'éviter. Et en plus, voilà, le crash au départ du Grand Prix, c'est une catastrophe puisqu'il fait abandonner littéralement toute son équipe. Il y a l'abandon de Wharton, Gilter et Canatoli. Il a ruiné un Grand Prix en 3 virages. Et au premier freinage, quoi. Waouh, 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 waouh. Bon, allez, on va parler de l'éléphant qui est, ça se dit, oui, l'éléphant qui est dans la maison de magasin de porcelaine, là. Bref, voilà. Le gros problème, pourquoi il y a eu autant de crash? Pourquoi il y a eu autant de drapeaux rouges, de safety car, il y a eu 12 drapeaux rouges lors des 2 séances de qualification, rendez-vous compte. Et surtout, on a eu des crashs de très bons pilotes. C'est pas, enfin, alors bon, bien sûr, on a eu des crashs de Jet Bowling ou de pilotes comme ça, ok. On a eu des crashs de Tuka Taponen, on a eu des crashs de James Wharton, des crashs de, voilà, beaucoup de pilotes accidentés comme Beganovic, comme Dunn, etc. Ce débile a rien, donc pour parler de Wharton, ce débile a rien trouvé de mieux que de ruiner son équipe tout le week-end. Je suis content qu'Evan ne monte pas en F3 à côté de ce clown. Franchement, alors voilà, pour moi, il y a eu le gros souci, c'était enfin, en fait, il y a eu tout plein de soucis, ce qui a fait que tous les pilotes ont voulu se la jouer kamikaze et en se disant, voilà, cette session, c'est la session où il faut performer, où il faut y aller à fond, etc. Bon, voilà, évidemment, c'est des pilotes qui ont évidemment très peu d'expérience dans des circuits urbains, ça on le savait. Mais ça change pas trop des autres Grands Prix de Macao dans le fond. Le problème, c'est qu'il y a eu de la pluie, il y a eu des conditions changeantes, il y a eu très peu de roulage en essai, les conditions voilà, ont pas arrêté de changer. Et à chaque fois, par exemple, lors des séances de qualification, tu commençais un tour, tu te disais peut-être que c'est le tour qui va compter au final, puisque va y avoir un drapeau rouge juste après, il va falloir compter. Donc il y a tous les pilotes qui jouaient comme des kamikazes parce qu'il y avait la peur qu'il y ait un drapeau rouge à tout moment. C'est paradoxal, parce au final c'est le serpent qui se mord la queue, puisque tous les pilotes jouent au kamikaze, du coup il y a des drapeaux, enfin c'est la prophétie autoréalisatrice quoi. Et il y a très peu quand même de séances de roulage, il y a eu quand même 2 heures d'essai libre, c'est rien. C'est rien comparé à ce qu'ils ont d'habitude en Freca où ils ont 6-7 heures. 6-7 heures d'essai. Il y a aussi eu un truc qui m'a un peu plus embêté, c'est les doubles drapeaux jaunes. Alors évidemment, c'est des pilotes qui ne sont pas habitués au circuit urbain et voilà, sur n'importe quel, enfin je sais pas, au Paul Ricard, double drapeau jaune, tu t'en contrefous. Malheureusement, c'est pas bien, mais tout le monde s'en contrefout. Le truc, c'est qu'à Macao, s'il y a un double drapeau jaune, bah, il y a un peu, enfin, ça veut dire que, hormis lors des très rares dégagements, il y a de grandes probabilités que la voiture prenne 80% de la piste, quoi, et qu'il faille freiner. Et ça, malheureusement, voilà, j'en veux un peu à certains pilotes qui n'ont pas été assez réactifs. Donc, voilà, Evan Gilter, est-ce qu'il aurait pu éviter le crash, enfin les crashs provoqués par Wharton? Je sais pas. En vrai, le truc, il faudrait avoir les on-board. Mais on a vu par exemple certains on-board de Beganovic et Dunn, surtout de Beganovic. Pour moi, Beganovic, c'était complètement évitable d'éviter. Enfin, il pouvait complètement éviter les pilotes qui s'étaient crashés devant lui en qualification. Pour Evan Gilter, je sais pas, il n'y avait pas d'on-board disponible, donc pas si évident. Il n'y a que lui ou ART qui peuvent le savoir, quoi. Désolé Percy, mais je me retiens depuis vendredi à propos de Wharton. Ouais, c'est. Ouais, ouais. Enfin, je comprends parce que moi aussi j'avais la haine en commentant dimanche parce que c'est exactement la même chose. Wharton qui se crache et Gilter qui peut pas l'éviter, ça me fascine. Dire que les formules régionales étaient choisies parce que ça allait être plus sûr pour Macao. Bah, ça a été plus sûr. Il y a eu 0 blessure. Ce qui d'ailleurs est un petit miracle, enfin, parce qu'il y avait pas mal de critiques ces dernières années sur les formules régionales qui pouvaient, enfin, dont le cockpit est assez étroit et où il y a eu pas mal de pilotes un certain temps qui s'étaient fracturé le poignet ou la main dans ces voitures-là. Donc, c'est des voitures un peu plus lentes. Et je suis d'accord, moi, enfin, je suis globalement d'accord avec le fait que pour moi, les F3 étaient plus forcément adaptés. Les F3 nouvelle génération, enfin, nouvelle, maintenant ancienne, génération, étaient plus adaptés au circuit de Macao. Enfin, arriver à 280 dans le virage 3, ça n'avait aucun sens et ça peut donner des catastrophes. Là, au final, on n'a que eu des crashs
Alors oui, il y a eu de la casse, et je suis sûr que pour certains pilotes, ça a chiffré à plusieurs centaines de milliers d'euros, ce simple week-end. Mais il n'y a pas eu de blessure. Au final, c'est ça le plus important, hein. C'est ça le plus important. Maintenant, voilà, il y a eu énormément de crash. J'ai du mal à imputer ça à la voiture, même si il y a quelque chose qu'on peut imputer à la voiture, c'est que les dépassements étaient beaucoup plus compliqués. Et si les dépassements sont beaucoup plus compliqués, on tente des choses qui sont pas tentables. Voilà, on pourra reparler de Slater, on pourra reparler. Voilà, il y a des dépassements, voilà, qui seraient peut-être passés avec des F3, qui seraient peut-être passés avec des voitures d'Eurocup 3, mais avec cette voiture, ce châssis de Formule régionale, ce kit aéro, c'est extrêmement dur de dépasser. Et peut-être que ça a fait en sorte que voilà, les pilotes ont voulu trop tenter. Voilà, Freddy Slater qui tente le tout pour le tout sur Noël Léon au dernier tour. Voilà, ça donne ce genre de choses. Donc voilà, moi je n'ai pas envie de critiquer l'expérience des pilotes. Pour moi, c'est pas. Enfin, pour moi, voilà, c'est pas un grand problème d'expérience des pilotes, puisque voilà, il y a déjà eu des Grands Prix de Macao de F3, des Grands Prix de Macao de F4. Il n'y avait pas de soucis comme ça à ce point. Pour moi, il y a une succession d'éléments, voilà, la pluie, le manque d'essais, ce genre de choses qui fait qu'on a eu des crashs, des crashs, des crashs et encore des crashs, quoi. Avec les voitures d'Euroformula, ça aurait été bien plus sympa. Ah, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. D'ailleurs, c'est la rumeur veut que la nouvelle Dallara 324 de l'Euroformula soit bientôt utilisée par l'Eurocup 3. Et cette voiture, alors l'Euroformula, évidemment, c'est un championnat complètement nul, mort, en sédation, etc. Mais la voiture, tous les pilotes l'adorent. Tous les pilotes l'adorent et elle forme, de tous les témoignages que j'ai reçus, elle forme très très bien à la F3. Mieux que la Freca, de ce que j'ai entendu. Euh, donc, et voilà, si c'était cette voiture, ça aurait peut-être changé des choses, je ne sais pas. Et voilà, c'est cette voiture qu'on pourrait retrouver peut-être bientôt en Eurocup 3. Et si c'est le cas, si c'est cette voiture que tous les pilotes aiment, que machin, ça pourrait faire du mal à la Freca. Comment ça, nul? Il y a incroyable Jacob Bergmeister ou Fernando Barrichello. Ouais, c'est bien ce que je disais du coup. On va quand même parler du sportif au final. Ugo Gochukwu qui a réalisé tout simplement la plus grande victoire de sa carrière. Il a été absolument impérial tout le week-end des qualifications jusqu'au dernier tour. Ce serait surtout la mort de l'Africa dans ce cas. Mais de toute façon, l'Africa, telle qu'on va la connaître, va disparaître très probablement fin 2025. Il y a Alpine qui va partir. Ça va redevenir la FREC, la Formule Régionale Europe. Ça va devenir plus italien, ça va devenir vraiment, vraiment italien, avec des promoteurs, des organisateurs italiens. Voilà, qu'est-ce que ça va devenir face à l'émergence de l'Eurocup 3 en Espagne, l'émergence de la F3 britannique en Angleterre? Je sais pas. Je sais pas, mais il y a des choses qui vont changer, c'est sûr. Donc Ugo Chukwu, il a eu une saison kata. 11e de Freca. C'est clairement pas ce qu'il voulait en étant dans une préma quand tes coéquipiers font premier et deuxième. Mais il n'a pas perdu tout son talent comme ça du jour au lendemain. C'est pas possible. C'est pas possible. Le gars a quand même été vice-champion de F4 italienne. Il a été champion d'Europe de karting. Il a été champion d'Euro 4. Bon, voilà, il y a quand même des choses. Il y a quand même des choses. Et donc là, voilà, on a revu enfin ce Ugo Chukwu. Maintenant que tu as réussi un week-end dans ta vie, tu vas pouvoir encore plus flop en F3. Et vous êtes dur, hein. Ça va lui faire du bien et à RS. Bah ouais, clairement. Déjà, ça va lui permettre de se légitimer en Formule 3. Puisque les critiques qui s'est prises, et y compris de moi, hein, enfin, c'est vrai que le voir décrocher l'un des baquets les plus intéressants, les plus attractifs de la Formule 3, bah t'as envie de dire que c'est pas mérité quand t'es 11e de Freca. Là maintenant, t'es vainqueur du Grand Prix de Macao. Voilà, on peut un peu reconsidérer les choses. Et pour Air Race, ça c'est sûr, puisqu'ils sortent vraiment d'une saison, je vais pas dire catastrophique, puisque au final, Taponen fait 3e du championnat, et Air Race fait 2e du championnat équipe, ce qui est quand même un petit miracle. Donc c'est pas une saison catastrophique, surtout qu'au Moyen-Orient, ça avait gagné les 2 titres. Donc c'était pas une saison cata, mais voilà, la saison de Freca était très compliquée. Là, ça permet voilà, de rebooster tout le monde en vue de 2025.
Il y a encore un mois, la saison d'Hugo était cata. Au final, une victoire en Freca, plus grand vainqueur de Macao. Sa saison est pas dégueu. J'aurais envie de calmer les choses. Enfin, pour moi, sa saison, pas dégueu, oui, enfin, pas dégueu, au sens premier du terme. Pour moi, c'est quand même très 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 mitigé. Et c'est pas 2 week-ends qui vont faire changer toute mon impression enfin voilà, Hugo Chukwu, sa saison, elle a commencé en février. Il a eu 14, attends, 9, oui, 9, 5, 14 week-ends. Pas fou, globalement. Donc évidemment, oui, les 2 derniers week-ends sont très bons, sont excellents, ok. Mais voilà, ça va pas non plus me faire dire, ok, là c'est bon, il est en route vers la F1. Voilà. Sa taille n'est pas un souci encore. Ça peut, ça peut. C'était pour moi l'un des facteurs pour lesquels il n'avait pas performé en Freca, mais visiblement il n'y avait pas que ça, vu qu'il a performé avec littéralement la même voiture, enfin le même châssis. Donc il devait y avoir d'autres soucis, problème, je sais pas, de confiance ou de je sais pas quoi. Euh, on peut parler de Holy Goat, plus de 200 courses en monoplace et toujours aussi naïf sur chaque relance. Évidemment qu'on va en parler d'Holy Goat. Alors, je vais pas non plus tirer sur l'ambulance, même si vous savez que j'adorerais ça, puisque Holy Goat, vous savez l'historique de la chaîne ici. Mais pour tous les pilotes de F2, de F3 qui sont là, qui étaient venus à Macao descendre, oser descendre au niveau de la formule régionale, c'est un échec pour tous. C'est un échec pour tous dans différentes façons, mais Holy Goat, il était l'un des pilotes quand même les plus rapides. Il était l'un des pilotes les plus rapides du week-end, mais il s'est fait avoir comme un bleu. Jamais il a été en réelle bataille, en réelle lutte pour la victoire. À chaque fois, Hugo Chukwu relançait au même moment, et à chaque fois, Goethe se prenait une seconde. Enfin, voilà, en fait, il n'y a pas eu de... C'était ça qui était très frustrant aussi lors du Grand Prix, et d'ailleurs, je l'avais dit quand on l'avait commenté dimanche, bah, il n'y a pas eu de vraie bataille pour la victoire, puisque Goethe n'a jamais été vraiment en bataille pour ça. Donc, c'est... Voilà, voilà, c'est extrêmement frustrant. Extrêmement frustrant, mais voilà. Goethe et Léon, voilà, ça a été les rares qui ont su éviter les ennuis, qui n'ont fait aucune erreur. Donc voilà, au final, ça fait podium. Et voilà, c'est bien pour eux, mais Goethe, t'as 20 ans, tu te bats avec des pilotes de 16-17 ans, t'es déjà en Formule 2, faire deuxième à Macao, bah voilà, c'est pas bon, c'est pas assez. C'est pas assez. Quelle a été exactement l'erreur de Boya en sprint pour se faire disqualifier? Bah, c'est comme Théophile Naël au Grand Prix, en fait, enfin à des endroits différents, mais Boya avait calé sur lors du tour de formation, au départ du tour de formation, et il a été poussé par les commissaires de piste pour vraiment le relancer. Et en fait, bah voilà, assistance externe, et voilà, c'était pas légal. En fait, il aurait dû directement passer à travers le mur. Il y a des petits portails sur la ligne de départ-arrivée, dans la pit lane, pour passer, voilà, et pour vraiment partir des stands directement, sans faire aucun tour de formation. Normalement, c'est ce qu'il aurait dû faire. Et voilà, pour Théophile Naël, il y a eu ça quand il est passé dans les stands. Oui, Naël disqualifié, oui. Tu débarques un peu, mais oui, Théophile Naël a été disqualifié. Parce que dans la voie des stands, a priori, ça n'a pas été filmé, hein, mais il a été poussé humainement, enfin voilà, par j'imagine des gens de Saint-Éloque, en tout cas pour le faire redémarrer, et qu'il voilà, avait besoin d'une assistance externe, et dans ce cas, bah voilà, même chose que pour Boya, il a été disqualifié. De toute façon, voilà, ça change pas grand-chose à son week-end, à Théophile Naël, honnêtement. Je sais pas si vous l'avez dit, mais toujours pas de sourire de Hugo. Alors ouais, cette photo me fascine, puisque le gars, il a gagné la plus grande course de sa carrière. Sur les rediffs du live de dimanche, c'était pas mentionné. On l'a su après. Si tu débarques aussi, on a aussi eu les disqualifications de Matteo De Palo et Rachid Aldaeri. On a aussi eu ces 2 disqualifications-là, alors qu'ils étaient 5e et 6e. Mais oui, Hugo Chukwu, bon, il y a cette photo, mais voilà, il a quand même célébré à l'arrivée, en arrivant sur le podium, il avait le sourire, etc. Non, mais c'est vrai que cette image est quand même bien drôle, parce que voilà, il a cette réputation de gars qui ne sourit jamais, et voilà, c'est assez drôle que même après un week-end comme ça, il arrive à ne pas sourire. Enfin, je sais pas, moi j'aurais tellement le smile jusqu'aux oreilles, enfin voilà.
Euh, Les PHM, j'avais vu, mais Naël, je suis sûr de ne pas l'avoir vu. Ouais, bah, je l'ai fait dans le même. Enfin, j'en ai parlé sur Twitter en même temps. Enfin, j'ai fait le même tweet. N'hésitez pas, hein, si vous voulez me suivre, avoir plus d'informations, à me suivre sur Twitter et sur Blue Sky. Si vous détestez Twitter et Elon Musk, n'hésitez pas. Sur Blue Sky, c'est très sympa. L'ambiance est chill. Moi, j'aime bien. Donc, voilà. Voilà, il y avait d'autres pilotes F2, F3 engagés aussi. Alex Dunn, en vrai, je pense que le rythme était là vraiment pour gagner. C'est juste extrêmement frustrant qu'il a eu ce crash en qualification où il n'a pas pu éviter Rintaro Sato qui est parti dans le mur. Mariboya aussi, c'est très frustrant cette disqualification puisque purée, le gars part dernier, il remonte 7ème. Alors certes, il y a 97 pilotes qui abandonnent devant lui, mais quand même, il a vraiment remonté fort. Et voilà, pour moi, des 5 pilotes qui venaient de la F2, de la F3, la grosse déception, c'est Beganovic qui était nulle part, qui était complètement garé. Euh, voilà, ouais, transparent, ouais. J'ai pas d'autres mots. Bon, Dams l'a recruté pour la fin d'année. Vraiment, c'est comme en F3, c'est ça. Non mais quand même, on peut pas oublier quand même le début de saison où, je me rappelle, les 2 premiers week-ends, Beganovic, il était exceptionnel. Australie et Bahreïn, il était vraiment très très bon. Mais ouais, maintenant, il a passé cette saison comme un fantôme, quoi. Beganovic est bien meilleur que ce qu'il montre, bah c'est sûr, c'est sûr. Enfin, oui, de toute façon, le gars est champion de FRECA, il a déjà gagné en Formule 3. C'est sûr qu'il a plus de potentiel que ça, mais là, à Macao, il était nulle part. Enfin, ouais, assez hallucinant quand même. Allez, on va enfin parler de nos pilotes français, et notamment d'un gars qu'on n'a pas trop vu sourire non plus cette année, mais qui enfin on a vu à l'arrivée, qui avait le sourire, et ça c'est très positif en vue de 2025. Enzo Dellini qui a été le meilleur rookie. Alors évidemment, on va y avoir la frustration d'avoir été battu par son coéquipier Ugo Chukwu, qui était chez Air Race aussi. Mais voilà, contrairement à Ugo Chukwu, Dellini il découvrait Macao, il a été excellent vraiment tout le long, il n'a pas fait d'erreur, hormis un petit tout droit sans conséquence, il a pu repartir durant la séance de qualification. Est-ce qu'il aurait pu avoir le podium? Peut-être, mais enfin c'est facile de refaire l'histoire après coup, mais c'est vrai qu'au départ de la course sprint, enfin de la course qualificative, voilà, il est à hauteur de Noël Léon pour la 3ème place. Est-ce qu'il aurait dû insister à l'extérieur? Franchement, moi je l'aurais clairement pas tenté, vu comment ça a fini pour par exemple James Wharton lors du Grand Prix. Euh, voilà, ça aurait été le Grand Prix, peut-être qu'il aurait tenté, mais là pour la course qualificative, fallait surtout rester en vie pour avoir une bonne place pour le Grand Prix. Je lui en veux pas. En tout cas, voilà, Dellini qui fait 4ème et meilleur rookie, il y a du mieux. Euh, il y a du mieux et vraiment j'ai très hâte de 2025 et j'espère vraiment qu'il va pouvoir passer un cap. En tout cas, voilà, ça, coaché par Adrien David qui a reçu une très bonne nouvelle cette semaine. Comment ça? Comment ça? Imaginez, imaginez, il arrive en F3. Il arrive en F3 et pire, il prend la place de Justy. Imaginez. Ça serait drôle. Non, il a reçu une très bonne nouvelle. Pourquoi? Genre, il va aller en WEC? Enfin, ou en LMP2 ou quelque chose comme ça? Enfin, j'imagine que la bonne nouvelle, c'est du LMP2 du coup. Je t'avoue que, voilà, endurance, comme je l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste. Adrien David qui remplace Coulen. C'est une blague ou. Harris a été officialisé. Ah, c'est vrai? Harris en European Le Mans Series, ça c'est lourd. Puisque là, ça devient un vrai truc. Hein. Là, ça devient un vrai championnat. Hein. Bah, c'est très bien en tout cas. Bon, ils en ont pas parlé sur Instagram, mais en European Le Mans Series, c'est quand même voilà, c'est un vrai championnat sérieux. C'est pas la Michelin Le Mans Cup, quoi. Ça devient un vrai championnat sérieux. Ok, ok, bah, très bonne nouvelle pour Adrien David, qui en effet était le coach d'Enzo Dellini. Il l'a été en partie hein, cette saison, mais il l'a été très spécialement, enfin à Macao. D'ailleurs, on n'a pas arrêté de le voir à l'écran. C'était assez drôle. En tout cas, voilà, j'espère que voilà, pour Enzo, ça pourra continuer. Et voilà, c'est un pilote qu'on suivra dès le mois de janvier 2025, car il reprendra la saison en Formule régionale Moyen-Orient et on a très très hâte. Euh,
ils ont été refusés en LMP2, mais bon, c'est mieux que rien. Ouais, après, il faut faire progressivement. Faut faire progressivement. Et c'est l'une des images du week-end, Freddy Slater, qui avait fait une course qualificative très 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 solide. Il est parti 7ème, terminé 4ème. On se disait, est-ce qu'il pouvait jouer la victoire? Au final, il a été bloqué derrière Noël Léon tout le long. Et là, voilà, dernier tour, il y a eu cette opportunité qui s'est présentée à lui. Et voilà, bon, bah, il a tenté, ça passait pas. C'est dommage. Voilà, il a tenté le tout pour le tout, c'est pas passé. Euh, erreur de débutant, ce qu'il est. On rappelle, c'était quand même son premier week-end dans cette voiture. Il a déjà fait énormément de journées d'essai, évidemment. Mais bon, voilà. Quatrième à Macao, je comprends qu'il ait voulu avoir ce podium. Il s'en serait voulu de ne pas avoir essayé. Et comme on dit, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets, quoi. Il avait fait un week-end en GB3, tu te trompes. Ouais, non, mais je parle du coup de la voiture, la formule régionale, la Tatus, la machin. You're not a racing driver if you don't go for a gap that exists, comme dirait l'autre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc bon, bah voilà, le gap existait, mais après, bah fallait pouvoir freiner et prendre le virage, ce qu'il n'a pas pu faire. Écoutez, moi ça m'arrange, Enzo Deligny fait meilleur rookie comme ça. Même si Slater, il avait déjà fait Macao en F4 l'an passé. Donc c'est pas totalement un rookie non plus. C'est un rookie du Grand Prix de Macao, mais pas de Macao, quoi. Donc bon, de toute façon, ça change rien. Son rythme était très 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 intéressant et il sera l'immense favori de l'Africa l'an prochain. C'est juste dommage de finir sa saison historique où il a battu le record de victoire d'Andrea Kimi Antonelli en F4 italienne. C'est dommage de finir la saison comme ça sur cette image, mais vous en faites pas, on va le revoir très très vite au sommet. On va en entendre parler. Le week-end, un peu de la frustration, vraiment c'est... Ouais, et si, on aurait pu, peut-être. Voilà, pour Evan Gilter et Théo Finael, ça aurait pu finir tellement mieux. Je pense vraiment qu'ils avaient tous les deux le rythme pour le podium, le top 5, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Pour Théo Finael, qui avait fait le deuxième tour le plus rapide théoriquement en qualification, mais voilà, il y a toujours eu des drapeaux rouges, il y a toujours eu des petites choses comme ça qui l'ont empêché de finir ses temps, et c'est vraiment, vraiment dommage. Mais il partait quand même, je crois, il partait 8ème ou 9ème ou quelque chose comme ça. Il avait réussi à faire de très beaux dépassements en course qualificative. Puis après, c'est parti en vrille, il se fait shooter par Cooper Webster. Et il se fait shooter par Cooper Webster. Et à partir de là, bah voilà, ça complique les choses. Il part d'un peu plus loin lors du Grand Prix. Il part 11ème. Il arrive à remonter dans le top 10, il se bat avec Rachid Aldairi, Alex Dunn, etc. pour la 7ème place. C'est très bien, il n'arrête pas de remonter. Il a fait des beaux dépassements d'ailleurs, Théo Finael, il a fait des beaux dépassements. Mais ensuite, bah, dans les batailles, enfin, les défenses de Rachid Aldairi étaient complètement insensées. D'ailleurs, il n'a eu aucune pénalité pour ça. Heureusement, il a eu la disqualification pour infraction technique, le pilote émirati, mais voilà, donc au final, l'aileron avant a été touché. Il a dû passer par les stands pour le changer. Voilà, il se fait disqualifier pour un truc. Bon, voilà, c'était pas son week-end, mais pourtant, le rythme était là, et ça, c'est très intéressant. Je vais faire un top flop, ouais, je vais faire un top flop du week-end après cette diapo, je crois. Et pour Gilter, je suis persuadé là aussi qu'il y avait le rythme, mais bon, bah, en qualif, c'est le meilleur des pilotes accidentés, le meilleur des pilotes qui a pas pu finir la séance, mais voilà, il avait battu Wharton tout le long du week-end. Wharton qui est quand même vice-champion de FRECA. Euh, donc voilà, est-ce qu'il pouvait éviter les crashs? Je sais pas, il faudrait vraiment avoir les on-board que je n'ai pas, mais c'est frustrant puisque voilà, on sentait que la ART était à l'aise et voilà, c'est dommage. Alors donc on va faire un top flop très rapidement. Bon, Ugo Chukwu top, Goethe je suis désolé mais je sais pas, Goethe, je sais pas comment le juger, hein, mais puisque en vrai, il a fait un très bon week-end en vrai dans l'ensemble. Mais il a fait un très bon week-end, mais jamais il a été pour moi vraiment une menace sérieuse pour la victoire. Et quand t'es un pilote de F2, bah c'est un peu la teum. Je vais mettre mid, enfin je vais mettre genre voilà. Ouais, top quali, flop course, ouais voilà. Noël Léon, au final, c'est un peu pareil que Goethe, hein. Sauf que lui, il n'est pas déjà en F2. Donc c'est un peu pareil. Top qualif, flop course. Deligny, pour moi, top. Webster, top. Même si je lui en voudrais pour avoir shooté Théo Finael à la course qualificative. C'est énorme ce qu'il a fait dans sa petite Evans Grand Prix. Alex Dunn,
bah, flop qualif, mais top en course, hein. Il a franchement fait une très belle remontée, il a fait les dépassements qu'il fallait, enfin, c'était très bien. Boya, dur à juger, puisqu'il remonte énormément de place. Je sais pas trop. Je sais pas trop, mais quand t'es un pilote F3, que t'avais déjà fait Macao l'an passé, ça reste quand même un flop de pas avoir fait aussi bien, voire mieux. Donc, flop quand même. Beganovic, gigantesque flop pour moi, de toute façon. Boya top. Bah, Boya top, mais on est un peu biaisé par le fait qu'il y a, voilà, qu'il y a 36 000 voitures qui abandonnent, hein. Ouais, il a pas grand chose à... Il est quand même battu par Noël Léon, hein, en qualification. Il est battu par Léon. Je sais pas. Beganovic, gigantesque flop. Abkazava, pas grand chose à dire. Taponen, bah flop. Flop, hein. Deux crashs tout seul. C'est pas comme Dunn ou Beganovic qui ont eu des crashs à cause des autres, ou comme Gilter. Là, Taponen, malheureusement, c'est deux crashs complètement de sa faute. Donc c'est assez rare pour être souligné, hein. Il n'en fait pas tout le temps des crashs, même très rarement. Mais voilà, quand ça arrive, bah faut le dire. C'était un flop ce week-end. Rinicella, flop. Voilà, complètement battu par Mattia Kolnagi en qualif, en course, alors que Kolnagi c'est son premier week-end. Kobayashi, il y a eu des crashs, non, je dirais flop quand même. Slater, bah top jusqu'au dernier tour. Oui, Abkazava, propre. Oui, c'est vrai, il a pas fait d'erreur, il a pas fait de crash. Oui, c'est vrai. Tous les japonais, c'est flop. Bah ouais, surtout que j'en attendais beaucoup plus. Donc pour moi, ça sera flop pour tous les japonais. Slater, bah top jusqu'au dernier tour. Kolnagi, top, vu que c'était son premier week-end. Nakamura, Ogawa, flop. Wikilyu, flop. Flop, il a été largement battu par ses coéquipiers alors qu'il a une saison d'expérience dans la voiture. Wharton, gigantesque flop. Gilter, dur à juger, mais j'ai envie de dire top quand même, puisque pour moi le rythme était là. Taponen s'envoie dans le mur uniquement parce que celui devant foire le virage et il se fait déventer. Certes, certes, après c'est le seul qui est dans cette position-là. C'est le seul qui est dans cette position-là et surtout il y a le crash en qualif tout seul comme un grand. Et c'est ça qui est le plus problématique. Et qui le met dans cette position de s'élancer derrière un pilote comme Sota Ogawa. Gilter, top. Rintaro Sato, flop. Rodriguez, on l'a pas vu, flop. Bowling, flop. Canatoli, bah, il a eu énormément de malchance, on l'a pas vu, il a pas pu faire les qualifs et sa course s'est fait ruiner par Wharton, donc injugeable. Darianani, flop. De Palo, top, clairement top, je l'attendais pas à un tel niveau. Aldairi, top, mais ça reste un terroriste un peu quand même. Donc voilà, enfin ses défenses j'ai vraiment pas apprécié, j'espère vraiment qu'il va se calmer en Freka, mais sinon son rythme était très 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 intéressant. Et Naël, top. Donc c'est vrai, voilà, les disqualifiés avaient un excellent rythme. Ils freinent surtout trop Taponen. Taponen, oui. Enfin, ouais, Taponen, pour moi, son week-end a été très 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 compliqué. Écoutez, on se dirige vers la fin de ce live. Week-end assez calme, en dehors du Grand Prix de Las Vegas. On va pas avoir grand-chose à suivre ce week-end, puisque bah, la suite, c'est dans 10 jours. C'est voilà, 2 meetings de F2, puis de F1 Academy au Qatar, puis à Abu Dhabi. Ensuite, on en aura terminé de 2024, et ensuite, on reprendra le 17 janvier. Alors, ne vous en faites pas, hein, je vous laisserai pas comme ça sans rien, hein. On va... je vais essayer d'ailleurs, je suis déjà en discussion pour inviter des pilotes, pour sortir des interviews sur Feeder Series, pour tout ça. Tu as vu le calendrier d'Eurocup 3? Ouais, bah, moi j'adore le calendrier d'Eurocup 3. On en a parlé un petit peu plus tôt en début de live. Donc ça sortira à la rediffusion. Pas d'infos sur la F4 saoudienne, pour l'instant non, mais a priori le championnat aura bien lieu, de ce que disent les organisateurs. Donc voilà, il y aura du contenu, on fera aussi des débriefs un peu de l'année, genre des débriefs des académies notamment, où on va parler de tous les pilotes qui sont dans des académies de F1, où voilà, il y aura du contenu, vous en faites pas, je vous laisserai pas comme ça avec rien. Et surtout voilà, je vais essayer d'inviter des pilotes pendant l'intersaison, en sachant que voilà, dès le 17 janvier, ça reprend avec la Formule régionale Moyen-Orient, avec notamment Enzo Dellini. Et ensuite, on aura l'Eurocup 3 avec Jules Caranta, etc. Ça va vite revenir. L'intersaison en formule de promotion, c'est toujours assez court. Et donc, je me suis informé pour Masson, c'est super intéressant pour lui la saison prochaine. Normalement, ouais. Enfin, du coup, Esteban Masson, ça devient très intéressant, hein.
rapproché de Toyota très subitement. Je l'avais pas spécialement vu venir, mais c'est vraiment très intéressant pour Esteban Masson, hein, l'ancien champion de F4 France et d'Eurocup 3 par ailleurs. Euh, donc oui, il pourrait aller au Japon, mais oui, Super Formula Lights, donc ça, on en avait parlé. Spa et Sao Paulo en WEC, ça serait énorme si c'est vrai, hein. Oh, ça serait énorme. Ça serait énorme pour lui, hein, franchement. Ça serait énorme. On espère aucun Français en Formule régionale Océanie. Alors, possiblement Edouard Borgna. Voilà, 19e de F4 France, un point après 2 saisons, mais voilà, qui avait l'air envie de. En tout cas, il m'avait dit, comment dire, au Castellet, il m'avait dit que ça pouvait être une option pendant l'hiver et peut-être pour ensuite aller en Ultimate Cup Series ou en Eurocup 3 ou en un championnat comme ça, voilà. Donc pas impossible, mais honnêtement, ne comptez pas sur moi pour streamer des courses à 1h ou 3h du matin avec juste Edouard Borgna en français sur la grille. Non, non. Par contre, le Moyen-Orient, l'Eurocup 3 Winter Series, là, faudra compter sur moi, vous en faites pas. Lui qui avait pas de budget, ce serait une belle histoire. Non, franchement, oui, Esteban Masson qui avait pas assez de budget pour monter en F3, hein, et qui au final se retrouve peut-être en wake, du coup, dès la saison prochaine. Ça serait énorme en tout cas. Merci beaucoup à tous d'avoir été aussi nombreux sur ce live pour parler F1 Academy, pour parler Grand Prix de Macao. Pas de live prévu ce week-end, mais voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Blue Sky, et petite nouveauté, sur Instagram, sur Feeder Series, sur YouTube et sur TikTok. Et d'ici là, passez à tous une très bonne soirée et portez-vous bien. C'est le plus important. Genre, purée, ça m'énerve quand quand je regarde trop de vidéos d'Hydro, je finis par faire son outro, c'est très embêtant. Écoutez, voilà, bonne soirée à tous et à bientôt sur Twitter, etc., Blue Sky et compagnie. Salut, bye bye.